Chapitre 2. Les modes de gestion du service public. Chapitre 2. Les modes de gestion du service public. La question ici est de savoir comment sont gérés les services publics et notamment par qui ils sont gérés. On a vu dès le début que les personnes publiques pouvaient assurer le service, elles-mêmes prester un service public. Mais on a vu aussi que les personnes publiques pouvaient assumer un service, c'est-à-dire l'organiser mais le confier à quelqu'un d'autre, une autre personne morale, publique ou privée, ou même une autre personne physique. Donc, la question qui se pose, c'est comment se passe tout ça? Quels sont les différents modes de gestion du service public? Naturellement, évidemment, les personnes publiques, elles ont des compétences qui sont des services publics. Donc, la plupart du temps, la personne publique devrait gérer elle-même le service public, c'est son qu'on va voir. Mais en réalité, dans une section 2, on verra que ça n'est pas toujours la personne qui a le service comme compétence qui va en réalité le prester, parce que parfois ce n'est pas elle qui a le plus de moyens ou qui saura mieux le faire, et elle va le confier à quelqu'un d'autre dans une section 2. Section première, donc, la régie directe, la gestion directe, pardon. Section première, la gestion directe. Section première, la gestion directe. La gestion directe, on peut dire, sans exagérer, que c'est le mode normal de gestion d'un service public. Qu'est-ce que ça veut dire mode normal? C'est-à-dire que la logique veut que les textes donnent une compétence à une personne morale de droit public et que cette personne morale publique utilise sa compétence, donc ça veut dire gère ce service public. C'est notamment le cas pour les services publics administratifs, qui vont la plupart du temps continuer à être gérés directement par la personne publique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la gestion directe? Ça veut dire que la personne publique va utiliser ses propres ressources, c'est-à-dire les impôts, la plupart du temps. Elle va utiliser ses propres personnels, d'accord? Ses fonctionnaires, ou recruter des agents publics par contrat de droit public notamment quand c'est un service public administratif, de droit privé lorsque c'est un service public industriel et commercial. C'est le cas par exemple, pour ne prendre que cet exemple facile pour vous, eh bien de l'université. Qui est-ce qui vous fait les cours? Eh bien ce sont les fonctionnaires, les professeurs et maîtres de conférences qui, devant vous, prestent le service de l'enseignement supérieur et par conséquent, l'université, dont nous sommes des employés, même si nous sommes fonctionnaires d'État, mais l'université est un établissement public étatique, donc il y a des fonctionnaires d'État, les professeurs maîtres de conférences, qui vont prester le service public devant vous. La personne publique, gestionnaire du service public, l'université, gestionnaire du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, va utiliser ses propres personnels, les professeurs et maîtres de conférences, pour prester le service. On est en gestion directe, en régie. Troisième élément, il va utiliser ses matériels. Les bâtiments dans lesquels vous allez à la fac quand nous ne sommes pas obligés de rester chez nous, eh bien ce sont les matériels. Les bancs, les chaises, les micros, les tableaux, les rétroprojecteurs, bref, tout cela sont les matériels pour prester le service. Et puis, évidemment, la personne publique, quand elle gère en régie, elle va aussi elle-même prendre les décisions. Et en ces temps de Covid, vous comprenez bien que les décisions, précisément, de ne pas être à l'université, de faire des demi-jauges, comme on dit, en amphi, c'est-à-dire de ne mettre que la moitié des étudiants pour éviter les contaminations, ou de passer en distanciel, mot nouveau dû à cette maladie, c'est-à-dire par un enseignement à distance, ce sont des décisions d'organisation du service qui reviennent à la personne publique dans la gestion du service public, et ce sont les organes de la personne publique, soit le président ou la présidente de l'université, soit le doyen ou la doyenne de la faculté, selon qui a la compétence au sein de l'université, qui décide si on est chez nous, on est là, quels sont les horaires, qui a quel cours, quel est le professeur chargé de quel cours. Tout cela sont des décisions prises dans les organes de la personne publique, pour nous l'université, et le service presté par ses matériels, par ses personnels, avec ses propres ressources, ses propres finances. Ça, c'est de la régie directe, c'est de la gestion directe du service public. Alors justement, on va distinguer différentes formes. On appelle souvent la gestion directe la régie. Et on va distinguer deux formes de régie et un faux ami. D'abord, il y a la régie simple. La régie simple, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque le budget du service, le budget utilisé pour prester le service,
est simplement le budget général de la personne publique. Les documents comptables ne vont pas être à part, ce sont directement les documents comptables de la personne publique. Ça, c'est ce qu'on appelle la régie simple. Deuxième situation, c'est ce qu'on appelle la régie directe. Régie directe, c'est lorsque un service va être autonomisé dans des comptes à part. C'est-à-dire qu'on va avoir une comptabilité à part pour ce service public. La régie directe, on met les comptes à part. La régie simple, c'est dans le compte global de la personne publique. Alors, ce budget annexe, ces comptes à part dans le cadre de la régie directe, sont spécialement importants pour les SPIC. En cas de service public industriel et commercial, le principe est qu'on doit être en régie directe avec un compte à part. L'idée derrière, c'est le contrôle. On fait de l'industriel et commercial, on peut facilement regarder, en regardant ce compte, ce budget annexe, si oui ou non le service public industriel et commercial rapporte ou perd de l'argent. Ce qu'on n'a pas à faire avec les services publics administratifs qui, a priori, la plupart du temps, encore une fois c'est une question de faisceau d'indices, la plupart du temps ne rapportent pas d'argent. Donc quand ça ne rapporte pas d'argent, c'est que des lignes négatives. Généralement on fait en régie simple dans le compte normal de la personne publique. A l'inverse, lorsque ça peut rapporter de l'argent et qu'on veut savoir si c'est positif ou négatif, on met dans un budget annexe. Donc pour les SPIC, le principe, on n'a pas le droit de faire un SPIC sans avoir un budget annexe. Donc les SPIC sont plutôt gérés en régie directe et les SPA sont plutôt gérés en régie simple. Je conviens aisément avec vous que distinguer régie simple, régie directe, selon qu'il y a compte ou pas, les mots sont très mal choisis. Simple ou direct, c'est pas, faut l'apprendre par cœur. Régie simple, compte général, régie directe, compte spécial, budget annexe et spécialement pour les SPIC. Il y a en plus de cela un faux ami. Quel est ce faux ami? Le faux ami, eh bien, c'est la fameuse régie personnalisée. La régie personnalisée. En fait, si on a une régie personnalisée, ça veut dire que c'est géré théoriquement par la personne publique. Mais personnalisé laisse entendre qu'on a donné la personnalité morale à ce service. Ça ne peut pas être à la fois la personne publique qui le fait et la personne publique qui crée une autre personne morale pour le faire. Ça n'est pas cohérent. Et effectivement, quand on parle de régie personnalisée, en fait, il s'agit d'un établissement public. On a donné la personnalité morale à quelqu'un, c'est cette nouvelle personne morale qui le fait, et ça n'est pas une régie au sens normal, au sens strict du terme. Le terme de régie personnalisée devrait être abandonné parce qu'il s'agit simplement d'un établissement public. On a ce mot régie, par exemple, dans la RATP, la Régie autonome des transports parisiens. Eh bien, la RATP à Paris n'est pas du tout une régie. La RATP, c'est un établissement public, et même une catégorie d'établissements publics créée par la loi à elle-même. D'accord? Donc, vous voyez que ce terme de régie, attention, bien vérifié. Régie simple, régie directe, c'est de la vraie régie. Régie personnalisée, pas du tout, c'est un établissement public. Deuxième situation que nous allons voir maintenant, une section 2, la gestion par une autre personne publique. La gestion par une autre personne publique. Eh bien, on vient d'en parler. C'est notamment l'hypothèse dans laquelle on a une personne qui ne va pas gérer en régie simple, c'est-à-dire avec son compte général, ni en régie directe, c'est-à-dire en faisant un budget annexe, mais qui va créer une nouvelle personne morale de droit public pour gérer le service. Ça, c'est la création d'un établissement public et c'est un mode tout à fait classique. Donc, dans cette section 2 sur la gestion par une autre personne publique, on va tout de suite parler du paragraphe 1er, la création d'un EPIC ou d'un EPA, EPIC ou EPA, mode normal. Paragraphe 1er, la création d'un EPIC ou d'un EPA, mode normal. Grand A, les caractéristiques principales des établissements publics. Grand A, les caractéristiques principales des établissements publics. Un établissement public, c'est assez difficile à expliquer aux étudiants. Je vais donc le faire de 3 manières différentes. Un établissement public, on va souvent dire que c'est un service public personnalisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la personne publique a des compétences. La personne publique gère des services publics.
Ces services publics que la personne publique gère, eh bien, elle va en quelque sorte les détacher d'elle-même. Elle va les détacher d'elle-même et donner la personnalité morale à ce service public. Imaginez par exemple dans une commune qui veut gérer une piscine. Eh bien, elle va gérer une piscine, elle va dire normalement je peux faire une piscine, j'ai le droit, c'est moi qui dois gérer la piscine. C'est un service public des sports dont j'ai la compétence, mais plutôt que de le gérer moi-même en régie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une piscine et donner la personnalité morale à cette piscine. Cette piscine va donc, en quelque sorte, s'auto-gérer. D'accord? En tant que personne morale de droit public. L'établissement public est une personne morale de droit public. D'accord? Donc, on va accorder la personnalité morale, on va personnaliser un service public. C'est là l'explication la plus juridique, la plus correcte. La deuxième version est un peu moins correcte. La deuxième version, elle peut être plus claire pour vous, et c'est pour ça que je vous la donne, mais elle est un peu moins correcte. La deuxième version, c'est de dire, est-ce que les établissements publics ne seraient pas des enfants de collectivités territoriales? C'est-à-dire qu'en réalité, une collectivité territoriale, ou même l'État, pris aussi, l'État ou une collectivité territoriale peuvent créer un nouvel être, une nouvelle personnalité, au fond comme un enfant. D'ailleurs, le pouvoir de celui qui crée la collectivité ou l'État qui crée l'établissement public, eh bien on va appeler ça un pouvoir de tutelle sur l'établissement public. Vous voyez bien qu'on compare bien les pouvoirs des parents sur leurs enfants au pouvoir des collectivités territoriales et de l'État sur les établissements publics. Un pouvoir de tutelle. La tutelle va pouvoir modifier les décisions de l'établissement public, un peu comme un enfant qui n'a pas la véritable pleine et entière capacité juridique. D'accord? Donc, on peut comparer l'établissement public à un enfant de l'État ou d'une collectivité territoriale. Alors, avec une petite spécificité, c'est que un enfant peut se faire à deux. Mais dans les établissements publics, l'enfant peut être fait tout seul. Une personne publique peut décider que tout seul, elle fait un établissement public. On peut le faire à deux aussi, cet enfant, mais on peut le faire à 10, 20, 30, 40, 200. 200 collectivités territoriales peuvent se mettre ensemble, par exemple 200 petits villages, peuvent se mettre ensemble pour créer une piscine intercommunale. Et ce sera l'enfant en même temps des 200 collectivités territoriales, une sorte d'énorme famille recomposée. D'accord? Donc, cet établissement public va avoir la compétence de toutes les personnes publiques qui le créent, on va donner la personnalité morale et il va gérer un service public. Ça, c'est la deuxième façon de l'expliquer. Troisième façon de l'expliquer, elle se rapproche de Harry Potter. Et en réalité, un établissement public, c'est un Horcrux, pour ceux qui connaîtraient. L'établissement public est un Horcrux. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour ceux qui n'auraient pas lu ou vu Harry Potter, s'il en existe quelques-uns, eh bien, un Horcrux, c'est un pouvoir des mages noirs de retirer une partie de leur âme. Si je fais la comparaison, qu'est-ce que c'est que l'âme d'une personne publique? L'âme d'une personne publique, eh bien, ce sont les services publics qu'il gère. Donc, une personne publique qui se séparerait un morceau de ses compétences, un des services publics qu'elle gère, eh bien, cette personne publique créerait en quelque sorte un Horcrux. Contrairement aux Horcrux, je vous rassure, lorsqu'une personne publique crée un établissement public, elle n'a pas à tuer quelqu'un. La personne publique donc va créer un Horcrux en ce sens qu'elle va retirer une de ses compétences et la mettre dans un objet, la mettre dans une personnalité morale. Et cet objet va se mettre à vivre. Et vous le voyez dans Harry Potter, les Horcrux ont leur propre autonomie. Ils vivent, ils peuvent bouger. Donc, on a l'établissement public qui est comme un Horcrux dans Harry Potter. Pour ceux qui n'auraient pas suivi ce dernier exemple, ça n'est pas très grave. Fiez-vous aux deux autres, ils sont très bien aussi. Mais au moins, je suis sûr que ceux qui ont aimé Harry Potter se souviendront de ce qu'est un établissement public. Alors, quelle est la conséquence d'être un établissement public? Être un établissement public, eh bien, cela veut dire qu'on a la personnalité morale. Personnalité morale, ça va par exemple être le cas, puisque encore une fois, on peut prendre un exemple courant pour nous, l'université est un établissement public de l'État.
les universités sont des établissements publics de l'État. Donc on va avoir une personnalité morale. Lorsque l'université agit, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle agit avec des organes propres, hein. Elle a les conseils de l'université qui permettent de gérer cet établissement public, cette personnalité morale. L'université a un budget propre, hein, une comptabilité. Alors de temps en temps, ce sera une comptabilité publique, de temps en temps une comptabilité privée, hein, mais n'empêche que l'établissement public administratif qu'est l'université a une comptabilité publique, elle a un budget. Cette personnalité morale, eh bien, elle a des personnels, elle a aussi des biens. Vous savez, quand on a la personnalité morale, eh bien, on a un patrimoine. C'est le cas particulièrement dans notre université à nous, puisque les bâtiments de l'université appartiennent à l'université, ce qui est un cas assez récent, et ce qui est le cas de peu d'universités en France. Mais l'Université Toulousain-Capitole est propriétaire de ces murs, de ces terrains, de ces bâtiments. Et puis, surtout, l'établissement public va avoir un service public à gérer, et parfois, de temps en temps, l'établissement public va gérer plusieurs services publics. Lorsqu'on est dans les établissements publics de coopération intercommunale, eh bien, les EPCI au sens communauté de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine, métropole, vont avoir plusieurs services publics à gérer. On peut dans la même personnalité morale mettre plusieurs services publics. C'est comme si on avait un Horcrux avec plusieurs bouts d'âme. D'accord? Éventuellement même des âmes de plusieurs personnes. Un super Horcrux. Voilà pour comprendre ce qu'est un établissement public, les caractéristiques principales des établissements publics. Grand B, le rattachement et la tutelle. Le rattachement et la tutelle. Je viens de vous en parler un petit peu. L'établissement public est créé par une personne publique qui a un territoire, soit l'État, soit une collectivité territoriale. Eh bien, ces établissements publics ont été créés par ce qu'on va appeler leur personne publique de rattachement. Leur personne publique de rattachement. C'est elle qui a donné le service public qu'elle avait initialement pour lui donner la personnalité morale. La personne publique de rattachement peut, bien évidemment, reprendre ce service public, dissoudre l'établissement public et reprendre sa compétence. C'est tout à fait possible. Mais tant qu'elle a transmis à l'établissement public son service public, le service public qu'elle devrait gérer, eh bien, elle va garder ce qu'on appelle un pouvoir de tutelle. Et en ce sens, l'autorité de rattachement, la personne publique de rattachement, va être autorité de tutelle sur l'établissement public. Cette autorité de tutelle va pouvoir exercer différentes tutelles sur différents établissements publics. Hein. Si une personne publique crée plusieurs établissements publics, pensez par exemple à l'État qui crée toutes les universités, eh bien l'État aura la tutelle sur toutes les universités. Qu'est-ce que ça veut dire, cette tutelle? Alors, ça veut dire de toute façon, dans bien des cas, c'est l'État qui va nommer l'essentiel des organes dirigeants. Ce n'est pas tout le temps le cas. Regardez d'ailleurs à l'université, nous avons des élections, c'est-à-dire que ce n'est pas l'État qui nomme les différents membres des conseils, etc. On a des élections au sein de l'université, ça fait partie de notre indépendance. Mais dans de nombreux établissements publics, c'est l'autorité de tutelle qui va nommer les organes de direction. Ensuite, l'autorité de tutelle va approuver le budget, approuver les grandes décisions financières de l'établissement public. Pas toutes les décisions, pas n'importe quel achat, ce serait beaucoup trop de travail pour la collectivité de tutelle, elle est là pour laisser faire mais contrôler simplement. Donc par exemple, l'autorité de tutelle va contrôler les emprunts, les investissements, les gros investissements, des choses comme ça. Ensuite, et on a approuvé le budget, je vous l'ai dit. Et puis parfois, cette autorité de tutelle peut utiliser, la plupart du temps, peut utiliser des pouvoirs qu'on va appeler des pouvoirs de réformation des actes. Qu'est-ce que ça veut dire? Les décisions prises par les établissements publics, eh bien, ne peuvent se faire que si la collectivité est d'accord. Alors, on ne va pas demander à la collectivité toujours s'il est d'accord à chaque fois qu'on prend un acte quand on a un établissement public. L'établissement public prend ses décisions. Mais si l'autorité de tutelle est saisie par quelqu'un d'autre, ou qu'elle se saisit elle-même en vérifiant, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Elle va pouvoir dire « je ne suis pas d'accord avec cette décision ». Et en disant « je ne suis pas d'accord avec cette décision », je vais en changer. Autorité de
tutelle qui permet de changer une décision. La plupart du temps d'ailleurs, une personne et un établissement public va devoir envoyer à sa tutelle ses décisions pour qu'ils deviennent décisoires, c'est-à-dire qu'ils soient véritablement applicables, de manière à ce que la tutelle puisse vérifier ce genre de choses. C'est sur le fondement du rattachement, de cette collectivité de tutelle, la collectivité qui a créé l'établissement public la plupart du temps, que l'on va avoir une distinction entre les établissements publics étatiques, ceux qui ont été créés par l'État, qui se rattachent à la personnalité morale de l'État, c'est l'État qui a donné son service public, des établissements publics locaux, c'est-à-dire ceux qui se rattachent à une personne morale de droit public locale, une collectivité territoriale. Quelques exemples. Quels sont les établissements publics locaux? Parmi les établissements publics locaux, on va avoir les collèges, les lycées, on va avoir aussi les hôpitaux qui sont rattachés au département, on va avoir les pompiers, les services départementaux d'incendie et de secours, qui en fait vont souvent être des établissements publics et qui sont rattachés au département. Et parmi les établissements publics nationaux, eh bien, on va en avoir quelques-uns qui de plus en plus disparaissent. Auparavant, il y avait la NCNCF, mais la SNCF est passée du statut d'établissement public, de personne morale de droit public, à société commerciale. Auparavant, il y avait la RATP, et il y a encore la RATP. La RATP est considérée comme nationale, même si ce n'est qu'à Paris, chose un peu originale. Aéroport de Paris, même si là encore, s'est transformé en société commerciale, et que donc ça n'a plus le statut d'établissement public. En revanche, sont encore aujourd'hui des établissements publics nationaux, les chambres de commerce d'industrie. D'accord ? Donc voilà, on va avoir des établissements publics locaux et établissements publics nationaux. C'est pas là qu'est la plus grande distinction. La plus grande distinction entre les établissements publics, on va l'avoir dans notre grand C, EPIC et EPA. Grand C, EPIC et EPA, grand C, ou établissements publics industriels et commerciaux, ou et établissements publics administratifs. Grand C, établissements publics industriels et commerciaux, ou et établissements publics administratifs. Ces établissements publics vont tous gérer des services publics. Un établissement public va donc pouvoir gérer un SPIC ou un SPA, puisqu'on sait que parmi les services publics, il y aura les services publics industriels et commerciaux et les services publics administratifs. La logique voudrait que simplement un établissement public qui gère un SPIC, un service public industriel et commercial, soit un EPIC, un établissement public industriel et commercial, et que les établissements publics qui gèrent un SPA deviennent un EPA, établissement public administratif. Hélas, ça n'est pas le cas. Là encore, la jurisprudence va être plus fine, plus complexe aussi pour étudiants et professeurs. La jurisprudence va encore une fois mettre en place un faisceau d'indices, comme nous l'avons vu pour la distinction entre les services publics industriels et commerciaux et les services publics administratifs. Qu'est-ce qu'on va regarder pour qualifier un établissement public d'EPIC ou d'EPA? Voilà les indices. Premier indice, la jurisprudence va regarder la nature du service géré. Il est évident que c'est le gros indice. Et comme dans le faisceau d'indices qu'on a déjà vu pour SPIC et SPA, à chaque fois, la jurisprudence va prendre ces différents indices, quand ils existent. Parfois, la jurisprudence ne pourra pas les prendre en compte, puisque on n'aura pas les éléments sur ce point. Donc, la jurisprudence va prendre ce qu'il a et sous-peser, et à la fin dire, si je fais le calcul de tout ce que j'ai pesé, c'est plutôt un EPIC ou c'est plutôt un EPA. Le premier donc, c'est la nature du service géré. Effectivement, c'est important. Si l'établissement public gère un service public industriel et commercial, ça va plutôt laisser entendre. C'est un gros indice pour que l'établissement public soit industriel et commercial. Si à l'inverse, l'établissement public gère un service public administratif, alors ça va être un gros indice pour que l'établissement public soit qualifié d'établissement public administratif. Mais ça n'est pas tout. Il y a les autres indices. Autres indices qui ressemblent à ceux des SPIC et des SPA. D'abord, on va voir l'origine des ressources. Est-ce que l'établissement public se rémunère sur les usagers du service? Est-ce que ce sont eux qui payent? Ou est-ce que, à l'inverse, l'établissement public va se rémunérer par une taxe ou par un budget donné par la personne publique qui l'a créé? Ça va être un indice. Dans le cas où c'est sur l'usager qu'on se rémunère, ça va plutôt pencher vers l'établissement public industriel et commercial. Dans le cas où
la rémunération vient plutôt du budget ou d'une taxe, eh bien cela va pencher vers l'établissement public administratif. Troisième condition, les conditions d'organisation. Les conditions d'organisation, c'est-à-dire quels sont les organes de direction, par exemple, est-ce qu'ils sont vraiment nommés ou pas par la personne publique. Vraiment tous, ça dépend un peu de l'établissement public, du statut de l'établissement public tel qu'il a été créé lors de sa création. Et puis, on va aussi voir les conditions de fonctionnement. Est-ce que dans ces conditions de fonctionnement, et on va avoir aussi, est-ce que c'est soumis à la comptabilité publique ou privée? Encore une fois, les conditions d'organisation et les conditions de fonctionnement sont un peu mélangées. Il y a un arrêt pour cela, un arrêt important, arrêt du Conseil d'État du 16 novembre 1956, Conseil d'État, 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques. Union syndicale des industries aéronautiques. De quoi s'agit-il? Dans cet arrêt, le Conseil d'État va, c'est un arrêt 3 étoiles, le Conseil d'État va rappeler tous ces critères, tous ces indices du faisceau d'indices. Il va dire, on va regarder la nature du service, ça va être un grand indice important, mais aussi l'origine des ressources, les conditions d'organisation et les conditions de fonctionnement qui sont proches, mais malgré tout différenciées. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque ce n'est pas le service qui détermine tout seul la nature de l'établissement public, on va avoir des situations un petit peu compliquées. De temps en temps, on va avoir un établissement public industriel et commercial, pour l'ensemble des indices, mais qui va gérer un service public administratif. C'est-à-dire que la nature du service, le premier indice, va dans un sens, mais tous les autres indices vont dans l'autre. Et donc on aura bien un établissement public qui gère un SPA en étant un EPIC, ou qui gère un SPIC en étant un EPA. D'accord? On va appeler ça un établissement public à visage inversé. Pourquoi visage inversé? Parce que l'établissement public, quand on va le regarder, on va se dire, mais il gère un SPIC. Et en réalité, on va apprendre qu'il est un établissement public administratif. Donc son visage a l'air de dire que c'est industriel et commercial, mais en fait il est administratif. Ou alors, son visage aura l'air de dire qu'il est administratif, mais les conditions de fonctionnement, d'organisation, les ressources, vont nous conduire la jurisprudence à dire, et non, en réalité, même si son visage est administratif, c'est un établissement public industriel et commercial. Voilà pourquoi on les appelle établissements publics à visage inversé. Alors, ça a été par exemple le cas du Centre français du commerce extérieur. Centre français du commerce extérieur, dans un arrêt du Conseil d'État du 6 février 1987, Conseil d'État, 6 février 1987, Maurice, comme le prénom. Conseil d'État, 6 février 1987, Maurice. L'analyse des faits montre une forme d'ambiguïté, en effet. L'objectif du CFCE, Centre français du commerce extérieur, quel est-il? Il est de développer le commerce à l'extérieur de la France, c'est-à-dire de permettre aux entreprises françaises d'exporter. Pour ce faire, que fait ce Centre français du commerce extérieur? Il fournit de la documentation, des publicités à l'étranger pour inciter les gens à l'étranger à acheter français. Une volonté de politique d'exportation. Lorsque l'on réfléchit sur cette mission, on se dit que c'est plutôt industriel et commercial. Au fond, il fait de la publicité, du lobbying, pour que, ailleurs, on achète, industriel et commercial, français. Mais l'analyse de l'établissement public est un petit peu différente. En effet, ce service presté aux entreprises françaises par le CFCE, le service de leur faire de la pub à l'étranger, est un service gratuit, qui a pour objectif le développement du commerce, mais qui est gratuit. Les agents du CFCE sont tous des agents publics. La comptabilité aussi. Et dans cet arrêt Maurice, le Conseil d'État dit, effectivement, on a l'impression que le service est un service de promotion d'une activité industrielle et commerciale, mais si on analyse l'établissement public lui-même, eh bien, je ne peux que le qualifier d'établissement public administratif. Dans l'arrêt Maurice, le Conseil d'État nous dit que le Centre français du commerce extérieur est un établissement public administratif à visage inversé, puisque, alors il ne le dit pas comme ça, le Conseil d'État, mais nous, on peut dire que c'est un établissement public à visage inversé, puisqu'il a l'air d'être industriel et commercial, mais en fait, il est administratif. Vous n'avez pas connu cette vieille pub que vous pourrez retrouver sur YouTube, mais
c'est comme Canada Dry. On dirait de l'alcool, mais ça n'est pas de l'alcool. On dirait de l'industrie et commerciale, mais ça n'est pas de l'industrie et commerciale. Je vous invite à aller voir cette vieille pub et à en parler avec vos parents. Autre arrêt qui a la même ambiguïté, un arrêt du tribunal des conflits du 26 octobre 1987, Morisot. M-O-R-I-S-O-T. Tribunal des conflits, 26 octobre 1987, Morisot. De quoi s'agit-il dans cette affaire? Il s'agit d'un syndicat mixte, pour l'aménagement et le développement de l'Ardèche. Qu'est-ce que c'est qu'un syndicat mixte? C'est un établissement public. Si vous voyez dans vos villages syndicat mixte 2, eh bien vous savez que c'est un établissement public créé par différentes communes pour gérer un service public. Syndicat mixte pour l'aménagement et le développement de l'Ardèche, vous comprenez bien l'objet, ce sont les communes de l'Ardèche et certainement le département, des communes et surtout le département, qui créent une personne morale de droit public, un établissement public, pour aménager et développer l'Ardèche. Ce syndicat mixte, cet établissement public, fait construire un bâtiment pour le donner en location-vente à un industriel. En réalité, puisque ce syndicat mixte, cet établissement public a pour vocation de développer l'Ardèche, pour attirer une entreprise, qu'est-ce qu'il fait? Il met de l'argent dans la construction d'une usine. Et puis, il loue cette usine à un industriel qui, de ce fait, n'a pas à l'acheter. Mais l'industriel lui loue. Et le contrat prévoit qu'au bout d'un certain nombre d'années de location, eh bien, le bâtiment sera à lui. En fait, ce syndicat mixte, cet établissement public, fait une sorte de prêt en même temps qu'une location. On appelle ça une location-vente. Alors, cette activité est faite en vue du développement économique. Et là encore, on pourrait y voir une activité industrielle et commerciale. Mais l'analyse du Conseil d'État, dans cet arrêt Morisot de 1987, du tribunal des conflits, pardon, l'analyse du tribunal des conflits dans cet arrêt Morisot, montre que cet établissement public fonctionne exactement comme de manière administrative. C'est-à-dire qu'il s'agit de travaux publics, il s'agit d'organes nommés par les personnes publiques, et par conséquent, en réalité, même si l'activité de développement économique local, en l'espèce pour l'Ardèche, est une activité qui a l'air industrielle et commerciale, eh bien les conditions de fonctionnement, les conditions d'organisation, et puis le financement de cet établissement public poussent plutôt à le qualifier d'établissement public. Établissement public administratif qui gère un service qui a plutôt l'air industriel et commercial. Encore une fois, c'est un établissement public à visage inversé. De temps en temps, on a une autre façon d'avoir d'établissement public à visage inversé, c'est lorsque le texte, un texte de loi, va qualifier un service, un établissement public de EPIC ou EPA, alors que manifestement, le service est de l'autre matière. C'est une qualification qui ne correspond pas à la réalité, mais comme c'est la loi qui le décide, eh bien, la jurisprudence ne peut pas revenir dessus. Il y a une autre possibilité. Autre possibilité, c'est la situation dans laquelle un établissement public peut être à la fois industriel et commercial et administratif. Ces établissements publics, on va les appeler établissements publics à double visage. En effet, ils ont un visage administratif, des activités, ça veut dire de services publics administratifs, mais un autre visage industriel et commercial, des activités industrielles et commerciales. On l'appelle aussi, de ce fait, établissement public Janus, J-A-N-U-S. Qui est Janus? Eh bien, c'est un dieu romain qui était le dieu des portes, qui gardait les portes du ciel et du domaine des dieux, et il est représenté toujours avec deux visages, l'un derrière l'autre. Le premier visage est tourné vers le passé, tandis que l'autre est tourné vers le futur. Voilà. Donc voilà pourquoi on appelle ça établissement public. Janus, c'est quelqu'un qui n'aurait pas de cheveux derrière la tête, mais un autre visage. Visage vers l'avant, visage vers l'arrière. Bien pratique pour surveiller les étudiants lorsqu'on écrit au tableau ou pour continuer à parler et être entendu. Établissement avec Janus, un établissement public qui a deux visages, qui a à la fois des missions de service public industriel et commercial et des missions de service public administratif. Alors, il y en a quelques exemples. On va trouver par exemple dedans les chambres de commerce dans l'industrie. Les chambres de commerce et d'industrie ont des missions de service public administratif. Par exemple, elles représentent les intérêts professionnels. Elle va défendre les professions auprès du gouvernement et auprès de plein d'instances.
Et puis, d'un autre côté, des services publics industriels et commerciaux, jusqu'à il y a peu de temps, par exemple, c'était toujours les chambres de commerce et d'industrie qui géraient les ports et les aéroports. Donc, de manière industrielle et commerciale. Deux missions de service public, industrie commerciale et administrative, pour le même établissement public. On a la même chose, ou une situation comparable en tout cas, avec l'établissement public Voies navigables de France. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais Voies navigables de France est l'établissement public national qui gère tous les canaux et tous les fleuves qui sont navigables et flottables. Deux missions. Une première mission qui est une mission administrative qui est la gestion de ces voies navigables et flottables. C'est-à-dire l'idée que, eh bien, il faut restaurer les berges, il faut draguer les fleuves pour permettre aux bateaux de continuer à y passer, draguer les canaux aussi. Notre canal du Midi, par exemple. Mais une autre mission qui aujourd'hui est un petit peu moins développée, par exemple, mais qui est la mission de tracter des bateaux. Avant, eh bien, vous savez qu'il y a le long des canaux souvent des chemins de halage. Chemins de halage, ça veut dire des chemins sur lesquels on mettait des chevaux qui tiraient les bateaux qui eux-mêmes n'avaient pas de moteur. C'est plus rare aujourd'hui, j'en conviens. Mais autre mission industrielle et commerciale, c'est le fait de louer sur ces canaux des bateaux pour la plaisance. Et vous savez que cela, au contraire, c'est une activité qui se développe en ce moment. Troisième exemple de établissement public à double visage, l'établissement public Janus, c'est l'Institut géographique national. L'Institut géographique national a des missions de cartographie militaire depuis très longtemps, et donc on va considérer que c'est une mission administrative pour la défense nationale, de bien savoir, d'avoir des cartes sur lesquelles on va avoir tous les bâtiments, de manière à ce qu'en cas de guerre, un chef de section qui commande directement ses hommes ait une carte pour dire toi tu vas te cacher derrière tel bâtiment, toi derrière tel autre. Mission service administrative. Et puis à l'inverse, des missions qui sont des missions d'études à partir des photos prises par avion que fait l'IGN, ou des missions de création de cartes qui sont vendues, et bien qui seront des missions plutôt industrielles et commerciales. Et vous voyez que là encore, on a un service public qui peut être qualifié de Janus parce qu'il a deux types de missions, industrielles et commerciales et administratives. Nous allons passer maintenant à un paragraphe 2, la dévolution contractuelle, un mode plus récent. Paragraphe 2, la dévolution contractuelle du service public, un mode plus récent. Jusqu'en juin 2001, le fait de pouvoir faire un contrat entre des personnes publiques avait quelque chose d'incongru. On l'avait vu dans l'histoire du droit administratif. Mais depuis le début ou le premier tiers du XXe siècle, on considérait que faire un contrat entre personnes publiques était quelque chose d'anormal, y compris lorsque ce service aurait été plus simple. Il y avait uniquement des hypothèses logiques. Imaginez le cas d'une commune qui veut se fournir en électricité à l'époque où il n'y avait encore qu'un seul fournisseur d'électricité. On avait bien un établissement public qui était EDF, personne morale de droit public, qui était le seul à pouvoir fournir l'électricité à la mairie elle-même, au bâtiment de la mairie, ou pour éclairer les rues. Donc évidemment, on avait quand même des contrats entre personnes publiques, contrats entre la mairie et EDF pour se fournir de l'électricité. Mais lorsque une personne publique voulait véritablement confier un service par un contrat, eh bien, elle ne donnait pas ce contrat à une personne publique. S'il fallait faire par une personne publique, on considérait que le mode normal, comme je l'ai appelé tout à l'heure, c'était de créer un établissement public. À partir de 2000-2001, sous l'influence du droit européen de la commande publique, eh bien, on a eu la possibilité, au contraire, de se rendre compte que quand une personne publique avait besoin de quelque chose, elle pouvait au fond mettre en concurrence des personnes publiques et des personnes privées. C'est-à-dire que des personnes publiques allaient très bien pouvoir répondre à un appel d'offres d'une autre personne publique. Imaginez l'hypothèse d'une commune un peu importante, je ne sais pas, même 5000 habitants, un gros village, qui a acheté des camions pour ramasser les ordures ménagères. Il y a à côté un petit village, dans sa banlieue,
qui lui n'a pas ce type de camion et qui voudrait une prestation de ramassage d'ordures, qui préférerait ce système parce que le petit village a un petit peu grossi et que cela ne peut plus se faire tout simplement par des employés municipaux. Donc ils veulent confier ça par contrat. En confiant ça par contrat, eh bien, dans un appel d'offres, on verra un petit peu comment ça marche, hein, c'est un cours essentiellement de Master 1 et de Master 2, eh bien, quand elle fait un appel d'offres, la commune d'à côté qui a 5000 habitants peut très bien se dire, mais moi, au fond, je peux le faire. Je peux répondre à la commune dans ma banlieue. Il n'est pas nécessaire qu'une personne privée vienne le faire. Donc, la commune qui a ces camions-bennes, qui les a achetés, va pouvoir répondre à l'appel d'offres et au fond, la petite commune va pouvoir passer un contrat avec la grande commune pour que la grande commune vienne lui ramasser ses ordures ménagères. Et ces contrats-là, aujourd'hui, rien ne s'y oppose à part, comme dans l'arrêt Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers de 1930, hein, l'idée qu'il faut que la personne publique, quand elle répond à un marché public, soit dans une situation d'égale concurrence avec les personnes privées. Mais si elle a bien fait attention à être en situation d'égale concurrence, qu'elle a réintroduit des coûts qui auraient pu être gratuits pour elle, hein, c'est-à-dire qu'elle a compté des choses gratuites comme si elle les payait, eh bien, il n'y a aucune raison aujourd'hui qu'une personne publique ne puisse pas répondre à une personne privée. Une autre personne publique, pardon. Il y a aussi une hypothèse, il y a parfois des liens très forts entre des entreprises publiques et des collectivités, surtout locales. Et parfois, les personnes publiques vont contracter avec leur propre établissement public. Ça, normalement, ce contrat devrait être mis en concurrence. Mais comme c'est fait avec quelqu'un qui lui est extrêmement lié, on va appeler ça de la quasi-régie. De la quasi-régie. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas en régie, ce n'est pas la personne publique qui fait elle-même. C'est la personne publique qui fait faire par un établissement public sur lequel qu'elle contrôle un peu comme ses propres services. Et quand l'établissement public fait plus de 80%, c'est ce que prévoit le droit européen, quand l'établissement public fait plus de 80% de son activité avec sa collectivité de tutelle, eh bien, dans ce cas-là, on va considérer qu'il y a un contrat entre la collectivité et l'établissement public qui n'a pas à être mis en concurrence. Donc vous voyez, effectivement, il y a un développement des hypothèses dans lesquelles il y a une personne publique qui va prester un service public par une autre personne publique par un contrat. Nous passerons la prochaine fois à une section 3 sur la gestion par une personne privée d'un service public. À très vite.